Mardi 14 avril 2020, vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal du 13h. Voici les titres. Le Bénin œuvre pour le renforcement des mesures de prévention face à la pandémie du coronavirus. Le gouvernement vient d'acquérir un important lot de matériel de protection et de prise en charge. Le coronavirus fait de nouveaux commerçants. La vente de masques est l'activité commerciale du moment. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs de ce nouveau business en plein essor avec la pandémie du coronavirus. Et nous vous invitons dans ce journal à découvrir le Tozin Entendez, la jarre du peuple. C'est la deuxième partie du magazine de notre rédaction sur cette vieille tradition qui consiste à mettre à l'entrée ou à l'intérieur des habitations une jarre permettant aux passants de se rafraîchir. Dans ce magazine, vous aurez les précisions sur les vertus et les conditions de mise en place de cette jarre appelée la jarre du peuple. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin multiplie ses efforts pour une lutte beaucoup plus efficace face à la pandémie du coronavirus. Le pays a encore reçu hier un important lot de matériel de protection et de prise en charge. Il ne s'agit pas d'un don, mais d'une acquisition du gouvernement béninois pour renforcer les différentes mesures. Le compte-rendu est signé Narcisse Alossé. L'aéroport international de Cotonou, dans l'après-midi de ce lundi 13 avril 2020, cet appareil de la compagnie Ethiopian Airlines se pose sur le tarmac avec à son bord une partie des commandes d'équipements lancées par le gouvernement béninois pour faire face au coronavirus. Un lot d'équipements médicaux composé de 6 millions de masques, de médicaments et de bien d'autres intrants de protection. Comme vous le savez bien, le gouvernement a décrété l'obligation du port de masques au sein du cordon sanitaire. Et il est opportun que nous puissions mettre à la disposition des populations ces masques afin de nous assurer du suivi effectif et strict de cette prescription du gouvernement. Donc ce lot de matériel va venir pour nous permettre d'assurer la stratégie gouvernementale de riposte contre la Covid-19. L'ensemble de ce stock a été acheminé vers la centrale d'achat des médicaments essentiels CAME, qui sert de porte d'entrée au Bénin à tous les matériels acquis par le gouvernement pour la riposte contre le Covid-19. Et c'est de la CAME que ces matériels iront vers les destinations finales. Tout doucement, on peut se rendre compte que tout ce qu'il faut pour dérouler la stratégie gouvernementale pour faire face à la riposte est en train de se mettre en place. Nous avons les masques, nous avons les intrants pour assurer la protection aussi bien du personnel soignant que des populations. Nous avons également les médicaments pour assurer une prise en charge adéquate. Et à tout cela, il faudra ajouter le respect strict des prescriptions du gouvernement en matière de gestes pour se prémunir contre la propagation de cette épidémie, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et les mesures de distanciation sociale. Ce lot de matériel fait suite à un autre réceptionné 72 heures plus tôt. L'emballage était composé de 5 millions de masques faciaux sur les 30 millions commandés, des visières, des respirateurs, des gants et bien d'autres équipements de protection individuelle et des médicaments. On s'intéresse maintenant à la vente de masques, un nouveau commerce en plein essor avec la pandémie du coronavirus. Les vendeurs de masques sont presque partout maintenant, surtout avec la décision du gouvernement qui rend le port de masques obligatoire. Clément Achade et Deung Pevi sont allés voir comment ce marché s'anime. Appréciez. De fil en aiguille, tout Cotonou et environ coude. Pour cause, la décision des autorités qui rend le port de masque obligatoire dans les villes du cordon sanitaire. Pour répondre à la forte demande du marché devenue forte, professionnels et amateurs font tourner leurs machines à coudre. Objectif, vendre des masques sur le marché devenu pour la circonstance propice à ce commerce. En fait, c'est depuis hier que j'ai commencé par coudre. En réalité, les autorités pensent à notre bien-être. Je demande aux gens de venir s'approvisionner chez moi, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. J'invite les concitoyens à respecter les consignes du gouvernement. Dans les grands carrefours de la ville et autres lieux d'échanges commerciaux, les vendeurs affluent.
mais hostile aux caméras et micros. Sur ces lieux, des masques de toutes les qualités et parfois dans des conditions d'hygiène aussi douteuses. Pour faciliter l'accès des populations, le gouvernement a subventionné des masques. Mais dans la plupart des officines parcourues ce jour, les masques subventionnés sont en rupture de stock, sauf dans cette pharmacie où nous avons rencontré cette cliente. C'est plus pour notre protection. Et qu'est-ce que vous demandez à la population? Je demande à la population aussi de faire pareil. Donc, Juste 100 francs. Non, c'est pour la première fois. C'est cher. Nous saluons la décision du gouvernement pour nous aider dans cette crise. Le gouvernement a décidé qu'on cède 2 masques au plus par personne. Donc on essaie de respecter cela. Et pour les gens qui veulent 10 ou plus, on ne peut pas les satisfaire. Et lorsque vous allez dans une officine et que l'officine est en rupture de masques subventionnés, vous pouvez voir à côté s'il y a des masques subventionnés ou pas. Dans sa mise en œuvre, la mesure de subvention présente des limites avec l'équation de la forte demande. Dans un tel contexte, les pharmacies font face à la loi du marché. Malheureusement, tous les fournisseurs n'avaient pas les mêmes prix. Donc ça veut dire que les prix des masques n'étaient pas réglementés. Donc lorsqu'on met notre marge là-dessus, il y a certains masques qui coûtent vraiment plus cher que d'autres. On a quand même essayé de s'approvisionner là-bas à la Camé et on ne vend plus du tout les autres masques. Malgré la volonté du gouvernement d'aider les populations à avoir des masques, la rupture de stock dicte sa loi. Les spécialistes en appellent à la diligence des autorités. Nous, on est avec le gouvernement, mais c'est difficile. Je vais quand même vous dire que c'est difficile d'avoir les masques subventionnés. C'est vraiment très difficile. Ou 2 masques maximum à chaque client. En un rien de temps, votre stock est épuisé. Donc vraiment, on est confronté à ce problème-là. Si le gouvernement peut nous aider à avoir encore beaucoup plus de masques subventionnés pour satisfaire la population, ça sera très bien. Sur le terrain, les populations doivent aussi faire face au défi de renouvellement des masques subventionnés dont la durée d'utilisation se révèle courte. Quelles que soient les difficultés, chaque citoyen est appelé à se protéger avec un masque afin d'éviter des sanctions prévues et surtout la contamination de la COVID-19. Actualité COVID-19 toujours, je vous invite à présent à suivre les explications du préfet du Zou et des Collines. Il nous parle du cas dépisté positif la semaine écoulée à Zonzoumé dans la commune d'Abomey, département du Zou. L'intéressé est sous traitement et ses différents contacts sont mis en quarantaine. Le préfet du Zou et des Collines est au micro Canal 3 de Imet et Lena Moussou. Je peux confirmer qu'un cas a été effectivement détecté dans la commune d'Abomey, à la suite des prélèvements que nous avons effectués sur un certain nombre de personnes et envoyés à Cotonou. Donc ce cas fait partie des 36 cas annoncés par le ministère de la Santé. Donc ce cas, malheureusement, provenait de quelqu'un qui a voyagé dans l'un des pays de la sous-région et qui était de retour. C'est des gens qui sont des guérisseurs traditionnels. Nous les appelons ici Aouino, qui voyagent souvent. Nous avons des informations sur la personne qu'il aurait reçu un malade là où il est allé pour le traiter. Dès que des gens viennent de l'extérieur comme ça, en dehors de notre pays, systématiquement, nous les envoyons, nous les mettons en un lieu sûr, en isolement comme on le dit, ou en confinement, pour nous permettre de les observer pendant 2 semaines. Et après ces 2 semaines, s'il n'y a rien, nous savons donc qu'ils sont sains. Et même si nous avons des doutes, nous pouvons ordonner des prélèvements. Ce cas s'est passé comme ça. Et le prélèvement que nous avons effectué sur la personne a démontré qu'il est vraiment positif. Mais la particularité ici est qu'il ne portait pas du tout de symptômes. On nous a demandé ces cas-là, nous pouvons les traiter localement. Alors donc, un centre a été identifié, c'est-à-dire le centre de santé de Zonzoumé, qui est moins fréquenté. Donc nous avons choisi ce centre. Nous avons vidé tous ceux qui allaient se soigner là pour les envoyer dans un centre à côté, le centre de santé de Ronly. Donc on a envoyé tous les autres malades là-bas pour vider le centre et que c'est celui-là seul actuellement qui est là. Il a démarré, son traitement a démarré
depuis 112 heures. Dès qu'il est arrivé, on ne lui a pas permis de rentrer dans la communauté. Nous l'avons mis dans sa maison, mais dans sa maison, il y a la famille proche. Il s'agit de son épouse, ses 4 enfants et de son grand frère. Comme lui, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le cas, qui voyagent. Pas plus tard qu'hier nuit, on a fait à raisonner 4 personnes qui ont quitté un pays voisin. Nous les avons tous mis déjà au centre que nous avons également prêté à cet effet. Il s'agit de l'école normale des instituteurs d'Aboumé, qui dispose donc de dortoirs, de matériel accessoire pour permettre d'y rester. Et donc, toutes ces personnes actuellement sont convoyées vers ce centre que nous avons prêté. Et après l'identification de ce cas, des dispositions ont été prises pour renforcer les mesures annoncées par le gouvernement en vue de contrer la propagation du virus. Le conseil communal d'Ambomé s'est réuni en urgence et les instructions de l'exécutif ont été suivies afin d'intensifier la sensibilisation et amener les populations au respect des mesures de prévention. Nous avons demandé au maire d'Ambomé de faire réunir immédiatement le conseil communal pour que les mesures prises par le gouvernement soient mises en œuvre de façon plus rigoureuse dans toutes les contrées de la localité. Alors, après la réunion du conseil communal, tous les chefs d'arrondissement sont instruits à organiser ce que nous appelons la réunion du conseil d'arrondissement. Donc cette instance, une fois réunie, va instruire également tous les chefs de village à organiser ce que nous appelons le conseil de village ou le conseil de quartier de ville. Alors donc cette instance permet de faire porter la décision le plus loin possible dans la localité, avec ce que nous appelons généralement le bongolement, c'est-à-dire l'information, le crieur public que nous connaissons tous. Alors l'information va mieux et on demande aux populations d'avoir tel ou tel comportement. Alors les comportements qu'il faut avoir, si vous permettez, je vais le rappeler rapidement. Il s'agit par exemple du port de masques. Vous voyez, porter ça. Le gouvernement fait l'effort de subventionner ces masques-là qui sont à 200 francs au niveau de nos pharmacies. Je crois que c'est à la portée de tout le monde, il va de notre vie. Donc tout le monde n'a qu'à essayer de disposer de ce matériel pour se protéger. Également, nous devons respecter, lorsque nous sommes appelés à rester un peu en groupe parfois, nous devons tout faire pour respecter la distance d'1 mètre entre nous. Et puis les mesures de lavage de mains, je crois que ça a commencé par porter. Donc, nous allons continuer par renforcer ces mesures pour que le virus, même s'il y a un cas qui est détecté ici, ne soit pas propagé à l'intérieur vraiment de la commune ou du département. Je voulais demander à toutes les populations de la commune d'Ambomé et même mieux de toutes les communes du département du Zour que dans ce qui arrive, où nous avons un cas ici, nous devons pouvoir observer la discipline imposée par le gouvernement. Il n'y a que ça qui puisse nous permettre de se débarrasser de ce virus, de nous prévenir contre la propagation de ce virus. Donc il n'y a pas de panique en la matière, il suffit donc de se comporter comme ça, d'observer cette discipline et tout ira bien. Actualité politique à présent avec cette séance d'échange entre la Sénat et les responsables des partis politiques dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Objectif, informer et recueillir les propositions des acteurs politiques afin que le scrutin se déroule avec toutes les garanties sanitaires et sécuritaires possibles pour les électeurs. Les élections, comme vous le savez, après la réunion entre le chef de l'État et le président des institutions de la République, la Commission électorale nationale autonome rend compte des conclusions des assises aux acteurs politiques. Il s'agit des représentants des 5 partis en lice pour les élections communales. La rencontre avec Patrice Talon était essentiellement consacrée au report ou non de la date du 17 mai retenue pour les élections communales et municipales. Les présidents des institutions ont recommandé au gouvernement et à la Sénat la poursuite du processus électoral. Donc, à l'étape où nous sommes en train de vous parler, c'est que la date du 17 mai est retenue. Il n'y a pas de modification. Et pour que les élections se tiennent effectivement le 17 mai prochain, malgré la présence de la pandémie du coronavirus,
le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour protéger la santé des citoyens. La Sénat sera dotée de masques de protection et gel hydroalcoolique pour son personnel et les agents électoraux. Un masque sera également offert à chaque électeur afin qu'il puisse se rendre au centre de vote sans prendre le risque de s'exposer à la pandémie et tout en respectant la distanciation sociale. Par ailleurs, la campagne électorale se fera autrement. Auparavant, c'était des caravanes, des meetings, porte à porte, même jusqu'à la veille ou aux premières heures du scrutin. Si nous maintenons cette forme de campagne, ça veut dire que nous risquons de favoriser la propagation du virus. C'est pour ça que la réunion des présidents des institutions a préconisé le recours massif aux médias au lieu des meetings. Merci, je vous félicite. Après donc le compte rendu, la parole est donnée aux acteurs politiques pour faire leurs suggestions, observations et propositions pour une bonne organisation des élections. Sur cette question, les avis sont partagés. Il faut dire qu'ils ont pris une décision mûrie. Vous voyez, parce que les élections, le scrutin va se tenir à bonne date. Donc le problème, il y a les mesures sécuritaires et autres. Suite à la crise planétaire que nous vivons en ce moment. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, le président de la Sénat nous l'a dit tout à l'heure, il a l'habitude de faire un compte rendu transparent, le président de la Sénat. Et chez nous, à l'UDBN, nous avons déjà commencé cette réflexion parce que c'est une décision très bien mûrie. En fait, une élection, c'est une affaire des partis politiques. Cette concertation aurait pu avoir lieu entre le chef de l'État et les partis politiques engagés dans la course pour voir, apprécier la situation, que les partis politiques aient droit à un exposé sur la pandémie, le niveau de maîtrise de la situation par le gouvernement pour que nous puissions ensemble décider. Je crois que nous sommes dubitatifs par rapport au maintien de ce scrutin parce qu'il y a trop de paramètres que nous ne pouvons pas tout de suite à un compte rendu, disons, exposé, apprécié de fond en comble pour que nous puissions, disons, nous prononcer valablement par rapport à ce maintien-là. La Commission électorale nationale autonome reste ouverte aux propositions des partis politiques et pendant ce temps, elle poursuit le déroulement de son calendrier électoral en attendant de voir l'évolution de la crise sanitaire. La Sénat attend des acteurs politiques leur contribution pour une forte participation de leurs militants au scrutin du 17 mai. 4 ans d'exercice du pouvoir d'État par le président Patrice Talon. On en parle toujours. Le professeur Doji Amuzouvi se prononce sur le sujet. Il était ce matin l'invité du forum de discussion de notre émission matinale Actu Matin. Teddy Goudalo nous propose un extrait de son intervention. Nous avions été habitués à une forme du social qui est une forme du social populiste, qui est une forme du social spectaculaire, qui est une forme de social, je dirais même infantilisant, qui est une forme de social qui nous donne du poisson au lieu de nous apprendre à pêcher. Si vous prenez le projet Arche, par exemple, qui est une articulation de la formation, de l'assurance maladie, des microfinances, qui fait de vous des personnes qui sortent de la précarité et qui vous responsabilise, qui fait de vous des agents de développement, ce n'est pas du jour au lendemain que vous l'avez. Oh, hier, c'était une sorte de facilité qui vous donne directement de l'argent. Beaucoup de personnes que nous avions approchées pour des raisons scientifiques, pour des raisons de travail, de recherche, et même pour des raisons de convivialité et politique, reconnaissent et se disent, non mais attends, nous avons eu très tôt tort, nous aurons pu attendre pour voir. J'ai travaillé sur tout le budget 2020 et j'ai vu un certain nombre d'évolutions depuis 2016. Je prends quelques exemples. Prenez le cas de la sécurité. 2014, 2015, début 2016.
Les braquages, c'était presque le lot quotidien des Béninois. De 2016, fin 2016 à aujourd'hui. Imaginez un peu ce que sont devenus les braquages. La sécurité, premier niveau. Nous sommes aujourd'hui dans un pays, on n'est pas... Sécurité zéro, ça n'existe nulle part. Mais par rapport à 2016, l'accès aux services sociaux de base. Lorsque vous prenez le secteur de l'éducation, tout ce qui a été fait depuis le primaire jusqu'au supérieur, en termes d'assainissement, en termes d'accompagnement, en termes de facilitation et en termes de même maintien, lorsque vous prenez la question des cantines scolaires qui se développent davantage sous le budget 2020 que sous le budget 2019, quand vous prenez la pension des retraités, lorsque vous prenez la question de l'eau potable, lorsque vous prenez la question du développement et de l'accès différent au crédit, et même lorsque vous prenez la méthodologie, très peu de Béninois savent par exemple que pour relancer les activités, les sinistrés de Dantopa ont eu droit à un accompagnement de l'État de près de demi-milliard de francs CFA juste pour relancer. C'est du social, mais ce n'est pas du social frais et prêt à consommer, c'est du social pour relancer. Quand vous prenez les différentes politiques mises en œuvre pour sortir le Béninois lambda de la vulnérabilité, de la précarité, quand vous prenez la décision de ne plus permettre que le social tue le social, mais que le social soit plutôt au service de l'économie, vous vous rendez compte que dans presque tous les secteurs, prenez notre exemple, le ministre cadre de vie est passé nous dire, et nous savons aujourd'hui qu'il y a un minimum de 10 500 emplois qui a été créé. Quand vous prenez l'absence de clochardisation de nos enseignants, avec tout ce qui a été mis en place pour le recrutement dans la fonction publique, tout ce qui a été mis en place pour la sécurisation de l'enseignement de ce côté, on ne peut pas aujourd'hui comparer avant 2016 et de 2016 à aujourd'hui sur le plan des gains que nous avons sur le plan. Et au cours de ces 4 ans de gestion du pouvoir d'État par le président Patrice Talon, plusieurs chantiers d'infrastructures routières ont été entamés dans les départements du Zou et des Collines. Il y en a qui sont entièrement achevés, mais certains connaissent des difficultés. Nous avons interrogé à propos le directeur départemental des infrastructures des Zou et des Collines. Il nous donne davantage d'informations sur ces chantiers. Nous avons 4 grands projets qui ont démarré lors de l'avènement de la rupture, à savoir le projet concernant les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zanyanando-Panamé, Bamia, Kové-Panamé et puis Kové-des-Apota. Ces travaux sont en charge de réalisation par l'entreprise Adéotissal. Les travaux concernant cet axe sont actuellement à un taux d'exécution d'environ 65%. Le deuxième grand projet, ça concerne les travaux de réhabilitation de la route d'Assa jusqu'à Bastila, concernant mon département, et puis des bretelles Prékété-Bastila, Prékété-Frontière Togo, et puis Bastila-Manikri. Ce travail est en cours par l'entreprise Ebomaf. À la date d'aujourd'hui, ces travaux sont à un taux d'exécution d'environ 62%. Ça aussi, ça évolue bien. Si vous prenez la route pour aller jusqu'à Bastila aujourd'hui, vous roulez sans grande difficulté. L'autre grand projet, il y a une partie qui est dans l'Atlantique, c'est la route d'Agbanzon jusqu'à Abomey et Tidja. Et puis, il y a des bretelles Kana Abomey et puis d'autres bretelles dans Boycon ici. Et ces travaux sont en charge par l'entreprise NSESI, dont le taux d'exécution physique est actuellement à 35,14%. Et les populations d'Agbanzon se réjouissent énormément parce qu'il y a eu tellement de promesses pour l'aménagement de cette voie. Nous avons le dernier projet qui quitte les plateaux, Moussopodi, Sabe-Okeo. Ces travaux ont démarré il n'y a pas longtemps. Ce sont les présidents qui sont en train de faire ça. L'entreprise s'appelle CCE. Le taux d'exécution physique actuellement est d'environ 22%. Là aussi, ça évolue bien. Mais dans notre département, on ne constate pas encore ça. Parce que le début, ils ont pris ça à partir de plateaux. Et le premier chantier de Adéoti, dont j'ai parlé, le délai d'exécution est à 95%.
Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas finir? Parce qu'il y a eu des travaux supplémentaires qui sont arrivés en plus, qui a fait qu'on a actualisé le marché. Et c'est des grands travaux. Il y a des ouvrages qui ont besoin d'un remblai de près de 11 mètres, qui n'avaient pas été estimés au début. Il y a des améliorations qui ont été estimées en cours de projet, parce que quand vous faites une étude de route, vous ne pouvez pas tout voir. Donc, au démarrage, on fait un dossier technique d'exécution. Donc, c'est lors de l'élaboration de ce dossier technique d'exécution qu'on a constaté qu'il y a certaines choses. Par exemple, il y a des zones où il faut faire du dérectage. Donc, tout ça, c'est des trucs qui sont arrivés compléter ce qui était prévu initialement. Donc, ça suppose que le délai doit être rallongé par rapport aux travaux qui sont ajoutés. Et qu'en est-il des réalisations dans les domaines du cadre de vie des populations du Zou et des collines, le projet asphaltage, les projets de construction de logements sociaux, de marchés modernes et de tours administratives? Les explications du directeur départemental du cadre de vie du Zou et des collines. Il est au micro de Imet Elena Moussou. Vous savez, avant 2016, les voies, les rues étaient difficilement praticables. Et Abomey a bénéficié du projet asphaltage. Et ceci d'un linéaire total de 18 km 09 de voies pavées ou abitumées. Pratiquement à Abomey, l'asphaltage a atteint déjà un taux d'exécution de 86%. Et plus de 71% de voies bitumées. C'est pourquoi nous disons que le bitumage est devenu une réalité. Boycon aussi a bénéficié du projet asphaltage sur un linéaire total de 13 km 200. Quand vous voyez par exemple la rue Labo Photo, qui auparavant était objet de pertes en vies humaines, parce que les réalisations qui avaient démarré ont été abandonnées avec des ouvrages d'assainissement qui ont les caniveaux à ciel ouvert. Ces projets ont été reversés aussi à l'asphaltage. Et vous voyez la rue Labo Photo, ça passe simplement aujourd'hui. Le taux d'exécution, si nous prenons simplement le projet 12A bis à Boycon, c'est à départ de 73%. Le 12A bis qui est les travaux en ce qui concerne les travaux de BIDC reversés en asphaltage, ça a dépassé déjà 56%. Il faut préciser que quand nous parlons du projet asphaltage, c'est réparti en 3 phases. Ce n'est que la première phase que nous sommes en train de voir. Les 2 phases qui restent, la phase 2 et la phase 3, c'est les phases qui vont prendre en compte nécessairement les autres communes. Aucune commune ne sera épargnée dans ce processus de développement dans lequel nous nous sommes engagés. Les réalisations, quand nous voyons, ce n'est pas seulement asphaltage. Vous voyez, quand nous prenons par exemple à Dassa, il y a aussi un projet de construction de la cité administrative départementale à Dassa. Et là, déjà, le site est connu et les travaux vont démarrer aussi bientôt comme la cité administrative d'Abomey. Il faut préciser que Abomey et Boycon ont bénéficié du projet de logements socio-économiques. Le site est connu, le permis de construire a été déjà délivré par le maire de la commune d'Abomey et actuellement les entreprises sont recrutées pour la viabilisation du site. À Abomey, ici, il y a un marché de type moderne qui sera construit à la place où le marché Rundjuro se trouve actuellement. Et les travaux sont déjà lancés. Actuellement, nous sommes à la phase de l'aménagement de l'espace qui doit recevoir le relogement des vendeurs et vendeuses qui sont dans ce marché, parce qu'il ne faut pas créer de dégâts. Donc, non seulement le marché d'Abomey, il y a aussi le marché de Glazoué, que le ministère du cadre de vie aussi a en charge, et le lancement est déjà fait. Pour finir maintenant, je vous invite à découvrir la jarre du peuple communément appelée Tozin. Je vous en parlais au début de ce journal. C'est le sujet de notre magazine de ce 13h. C'est la deuxième partie d'une série de tournages sur le sujet. Geoffroy Messon nous parle cette fois-ci des vertus et des conditions de mise en place de cette jarre qui particulièrement permet aux gens d'avoir de l'eau et cette pratique disparaît peu à peu au Bénin. L'eau stockée dans des jarres en argile traditionnelle est une boisson fraîche permettant à tout passant de se désaltérer. La mise en place de ces jarres, appelées tozins, est faite par des initiés.
Une jarre qui, dans la vie de l'homme, à des moments donnés, cela vous est imposé et vous respectez les ordres de la nature, vous mettez la jarre afin de pouvoir permettre au monde visible et invisible passant devant votre maison de s'abreuvoir. Cette jarre que vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle jarre. Lorsque ma mère était venue ici, à chaque fois qu'elle accouchait un enfant, l'enfant mourait. C'est de là qu'elle était partie en consultation chez un prêtre du phare. Et c'est là que le prêtre du phare lui a fait faire cette jarre qui est à la disposition de tout le monde. Dès lors, tout se passe bien. Et pour vous dire la vérité, ça m'a été demandé et mise par les initiés. Les femmes qui ravitaillent la jarre en eau doivent le faire le matin. Elles ne doivent pas être en période de menstruation. Suivant nos rituels, elles doivent se paver de paille blanche et avoir les lèvres fermées d'une feuille. La feuille permet de s'assurer que durant tout le trajet, qu'elles ne vont s'adresser à personne. Elles ne doivent en aucun cas parler avant d'aller verser l'eau dans la jarre. Les vertus qui sont attribuées à ces jarres varient d'une concession à l'autre ou des faits ayant motivé leur installation. Offrir de l'eau à quelqu'un est très bénéfique sur le plan spirituel. Donc, avoir une telle jarre à la devanture de sa maison est très bénéfique. Outre les êtres humains, il y a aussi les divinités et les esprits des ancêtres qui boivent de cette eau. Depuis mon enfance, mon papa me disait toujours que ces deux jarres sont une grande force pour la famille. C'est-à-dire des jarres qui protègent. Et nous protéger, famille. Le Sinouzen protège tout le monde, femmes, enfants et soi-même. Cette eau permet aussi de mettre à nu les cas d'infidélité. De nos jours, la modernisation, la méfiance et l'apparition des pure water contribuent à la disparition progressive des jarres malgré les vertus dont elles sont porteuses. La méchanceté humaine a fait que nous n'installons plus ces jarres n'importe où. Pour les retrouver, il faut aller voir dans les maisons, voir dans les chambres. C'est une pratique qui est en train de disparaître et moi je pense entre autres c'est parce que la modernité a commencé par gagner nos sociétés et aujourd'hui les sachets d'eau pilulent un peu partout, les pure water. Si tous les tosins ont presque partout la même taille, d'autres jarres d'eau rencontrées sont de plus petite capacité. Elles font partie des éléments matériels d'incarnation des forces surnaturelles, des divinités de la cosmogonie du Bénin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. L'actualité suit son cours sur Canal 3. Merci de nous rester fidèles. Prenez soin de vous et restez surtout chez vous.